Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier technologique sur l'étude des biofilms. Donc, la présentation de cet après-midi commencera par une mise en contexte avec quelques généralités sur les biofilms. Ensuite, Merily, stagiaire postdoctorale dans le laboratoire du docteur Denis Roy, vous parlera des biofilms à la ferme. Puis Ibtissem, stagiaire postdoctorale dans le laboratoire du docteur Mario Jacques, vous parlera des biofilms chez la vache laitière. Et pour finir, Coralie, donc moi-même, stagiaire postdoctorale dans le laboratoire du docteur Julie Jean, vous parlerez des biofilms en transformation laitière. À la fin de la présentation, on vous présentera quelques perspectives sur l'étude des biofilms, puis s'en suivra une période de questions. Donc, pour commencer, un bref historique, c'est au XVIIe siècle qu'Anthony van Leeuwenhoek observa pour la première fois au microscope des biofilms sur ses propres dents. Il les appela à l'époque des animalcules. C'est seulement en 1978 que John Costerton proposa la théorie des biofilms. Qu'est-ce qu'un biofilm? C'est une communauté de bactéries ou d'autres micro-organismes qui vont s'agréger en une microcolonie recouverte d'une matrice polymérique et se fixer sur une surface biotique ou abiotique. Cette matrice va être composée essentiellement de protéines, de lipides, de polysaccharides, de glycolipides, d'ADN et également d'ions. On parlera de biofilms simples en présence d'une seule espèce microbienne et ce sont les biofilms qui sont actuellement les plus étudiés dans la littérature. On parlera de biofilms mixtes en présence de 2 ou plusieurs espèces et ce sont ceux qui sont prédominants dans la colonisation de l'hôte. Au sein des biofilms mixtes, on pourra observer des phénomènes de collaboration ou des phénomènes de compétition. Un exemple de phénomène de collaboration, c'est par exemple une bactérie résistante à un antibiotique qui va être présente dans un biofilm avec une autre bactérie qui, elle, sera sensible à cet antibiotique. Au sein d'un biofilm mixte, la première bactérie va pouvoir conférer la résistance à l'antibiotique à celle qui est sensible habituellement. En ce qui concerne la compétition, ça sera par exemple une souche de Lactococcus lactis qui va inhiber dans un même biofilm la formation de biofilm par une autre souche de Listeria monocytogenes. La formation de biofilms va se dérouler en plusieurs étapes, avec tout d'abord une étape d'adhérence qui sera dans un premier temps réversible, puis irréversible. S'en suivra la croissance du biofilm avec une formation de la matrice extra-polysaccharidique, puis une maturation du biofilm. À la fin, certaines de ces bactéries vont pouvoir être dispersées à partir de biofilms et aller coloniser d'autres surfaces. Différents facteurs vont pouvoir influencer la formation de biofilms, notamment des facteurs d'adhésion, tels que les polysaccharides et les protéines, mais également des facteurs de dispersion, comme les nucléases ou les protéases. Le type de surface, mais également les signaux environnementaux, les conditions environnementales et les forces mécaniques vont pouvoir influencer la formation de biofilms. Le biofilm est un mode de croissance qui va protéger la bactérie contre le système immunitaire de l'hôte, contre la dessiccation et surtout contre les biocides, incluant les antibiotiques et les désinfectants. On sait notamment que les cellules d'un biofilm vont être 10 à 1000 fois plus résistantes que les cellules planctoniques. Cette protection va être conférée par plusieurs mécanismes. Un des plus connus est le rôle de barrière que va jouer la matrice. En fait, la diffusion des antibiotiques va être limitée et on va avoir une concentration en antibiotiques inférieure au centre du biofilm. Et cette concentration ne sera pas assez efficace pour aller tuer les bactéries dans le biofilm. C'est un peu la même chose avec les charges de la matrice. On voit ici donc, que la matrice est composée principalement de charges négatives à sa surface et ces charges négatives vont aller pouvoir fixer des antibiotiques chargés positivement et encore une fois limiter la pénétration d'antibiotiques dans le biofilm. Les signaux intercellulaires, mais également la présence de cellules dormantes et la diversité génétique sont d'autres mécanismes de protection. On estime que près de 80% de la biomasse microbienne de la planète résiderait sous forme de biofilms et que les bactéries ayant la capacité de former des biofilms peuvent amener des problèmes cliniques principalement chroniques, tout aussi bien chez l'homme que chez l'animal.
Les National Institute of Health aux États-Unis estiment que plus de 75% des infections microbiennes chez l'homme sont imputables à la persistance des bactéries sous forme de biofilms. Donc, en ce qui concerne les biofilms associés à des infections chez l'homme, une bactérie très connue est Staphylococcus aureus et son importance dans les infections associées aux soins et notamment dans les infections associées au matériel implantable, tels que les cathéters. Et sur la figure de droite, vous pouvez observer justement la présence de biofilms par microscopie électronique à la surface du cathéter. Un autre pathogène important est Pseudomonas aeruginosa et son rôle dans les complications liées à la fibrose kystique. Ici sont représentés au niveau in vivo les poumons humains et on peut observer la formation de biofilms. Et en fait, Pseudomonas aeruginosa, dans la fibrose kystique, il va s'installer dans les sécrétions mucoïdes qui vont faire un parfait nid douillet pour qu'il puisse former ces biofilms. Les biofilms sont vraiment partout et notamment sur la plaque dentaire. Donc, par exemple, si vous êtes parti déjeuner et que vous n'avez pas le temps de vous brosser les dents, vous avez probablement un biofilm qui est en train de se développer sur les dents. On en retrouve également dans les canalisations, mais aussi au bord des cours d'eau, sur les roches, et c'est cette sorte de surface glissante que vous pouvez observer au toucher. Un autre bel exemple, c'est dans un des lacs du parc national du Yellowstone, où des bactéries extrémophiles vont former des biofilms qui vont conférer des couleurs aussi jolies. Différentes méthodes et modèles sont disponibles pour étudier les biofilms, des modèles fermés ou statiques, que ce soit les comptes bactériens, les microplaques 96 puits, le Biofilm Ring Test ou également le Calgary Biofilm Device, mais également des modèles ouverts ou dynamiques tels que le flow cell, le drip flow cell, la microfluidique et le bioréacteur de type CDC. On va revenir plus en détail sur les différentes techniques en fonction de notre présentation. Au cours de cet atelier, on a bien évidemment choisi de s'intéresser plus particulièrement aux problématiques associées aux biofilms dans l'industrie laitière en suivant un continuum de la ferme à l'usine. Et je vais maintenant passer la parole à Mérélie. Merci Coralie pour cette belle présentation. En fait, comme vous avez pu le voir sur le schéma, un instant. Bon, comme vous avez pu voir là, sur le schéma, moi, je vais vous parler un peu plus des biofilms à la ferme. Donc, pourquoi s'intéresser aux biofilms à la ferme? En fait, c'est qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, par plusieurs projets qui ont été faits par l'ensemble de la communauté scientifique, que l'ensemble du microbiote, l'ensemble de l'environnement de la ferme va avoir une influence sur le microbiote du lait. Donc, comme vous pouvez voir là, sur le schéma, plusieurs exemples. Et moi aussi, je me suis intéressée pendant mon doctorat à comment certaines pratiques de gestion à la ferme influencent le microbiote du lait cru. Mais pourquoi s'intéresser au microbiote du lait cru? En fait, c'est que celui-ci va avoir un impact direct sur sa qualité, mais en plus va avoir un impact sur la transformation laitière en différents produits comme le fromage ou le yogourt. Par contre, on n'a plus vraiment de connaissances sur comment les bactéries de l'environnement vont se rendre au lait, mais surtout comment certaines bactéries vont être favorisées au détriment de l'eau. Donc, c'est un peu comme si là, on avait excusez-moi, il manque une page, mais c'est pas grave. Comme si on avait une boîte noire entre le lait dans le pis de la vache et le lait cru. Donc, ça nous a amené à faire une demande de projet à la grappe de recherche laitière 3. C'est un projet qu'on a eu sous la supervision de Denis Roy, Evelyne Guévremont, avec la collaboration de Julie Jean, Ismaël Fliss, Mario Jacques, Simon Dufour, et je ne sais pas si j'en oublie, mais ça se peut. En fait, oui, Gisèle Lapointe en Ontario aussi et David Kelton. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est un projet qui va
vraiment mettre en collaboration beaucoup de chercheurs du regroupement de recherche. Moi, en fait, comme je me suis intéressée dans mon doctorat, je vais vous parler un peu comment certaines pratiques de la ferme peuvent influencer les crues. En fait, c'est que moi, par exemple, sur le projet là, qui a été dirigé par Denis Roy en collaboration avec Yvan Chouinard et Gisèle Lapointe, je me suis intéressée à la prévalence et l'abondance des bactéries lactiques du lait cru associées à différents types de fourrages utilisés dans l'alimentation de la vache laitière. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y avait 6% des bactéries du lait qui pouvaient provenir des différents fourrages, donc des espèces d'Enterococcus, Lactobacillus, Pediococcus et Westella. Maintenant, dans un projet dirigé par Simon Dufour, et si vous avez écouté là, ma thèse en 180 secondes, Annie Fréchette nous a fait un beau rappel du projet. Bien, moi, ma partie était dirigée par Denis Roy et on s'intéressait à l'impact de la litière de fumée recyclée sur le lait cru. Et qu'est-ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que la litière de fumée recyclée n'augmentait pas la quantité de bactéries sporulentes et thermorésistantes dans le lait. Par contre, en termes de proportion, on avait une plus grande proportion de streptocoques et d'Enterococcus fecalis dans les laits provenant de vaches qui étaient sur une terre de fumée recyclée comparativement aux vaches qui étaient sur la pâte. Donc, comme je vous disais tantôt, voilà l'image que je cherchais tantôt, c'est qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passe entre l'environnement et le lait et on pense que c'est lié au biofilm à la ferme, finalement. Puis plus spécialement là, dans le système de traite que les bactéries pouvaient se développer et influencer ou inhiber certaines bactéries. Donc, le projet consiste à caractériser les biofilms à la ferme dans le système de traite, dans le lactoduc et dans le réservoir refroidissant. Et on va se poser les questions qui est là. Et ça, on peut faire ça en isolant les bactéries pour les identifier, ou on peut faire encore de l'extraction d'ADN pour faire de la métagénomique pour un peu identifier tout ce qui se retrouve à la surface des équipements. Ensuite, on peut se poser la question dans quelle quantité ils sont là. Donc, on peut le faire par dénombrement bactérien ou par dénombrement par qPCR. Et finalement, qu'est-ce qu'elles font dans le système de traite, les bactéries qu'on a identifiées et qu'on a quantifiées. Donc, moi, je vais vous parler un peu plus de quelles font-elles. Et tout ce que je vous parlais, ça peut être des expertises qu'on développe dans notre laboratoire, que ce soit, par exemple, par de l'isolement bactérien ou de la quantification d'ADN. Mais si jamais là, vous avez des collaborations que vous avez envie de faire, bien, vous pouvez passer par la plateforme de génomique microbienne pour, si vous voulez développer des collaborations. Donc, pour l'écouvillon, c'est très, très, très classique. En fait, on va prendre un écouvillon qui va être stérile, qu'on va ouvrir, puis on va l'humecter avec une solution stérile qui peut être par exemple de la saline ou du PBS. Puis, une fois humecté, on va venir frotter la surface vide. Une fois qu'on a frotté la surface désirée, on va venir mettre notre écouvillon dans un tube qui contient la solution de trempage. C'est bien important de casser la partie qu'on a manipulé l'écouvillon parce qu'on ne voudrait pas venir là, contaminer notre échantillon avec nos propres bactéries. Une fois que le prélèvement est fait, on va venir vortexer le tube pendant 30 secondes pour utiliser la suspension bactérienne. La suspension bactérienne peut être utilisée à plusieurs escients, que ce soit pour l'ensemencement sur gélose sélective ou non, ou par exemple pour l'extraction d'ADN. Ici, je vous présente différents milieux de culture qui peuvent être utilisés. Les avantages de l'écouvillon, c'est que, comme vous avez pu voir, c'est très facile à utiliser. Ça permet, par contre, d'utiliser des surfaces non planes. Donc, à la ferme, il n'y a que ça, des surfaces non planes. Donc, nous, on a décidé d'utiliser les écouvillons, puis au fil de la présentation, vous allez un peu comprendre pourquoi. Aussi, c'est très facile, comme je vous disais, d'utiliser la suspension cellulaire à plusieurs escients. Et la solution dans laquelle l'écouvillon trempe peut être modifiée selon nos besoins et je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus.
À faire attention, c'est qu'il existe plusieurs matériels dans lesquels l'écouvillon peut être fait. Donc, que ce soit du coton ou des matières plus synthétiques. Donc, c'est à faire attention parce que la propriété de l'écouvillon à détacher le biofilm va être différente en fonction du matériel. Aussi, l'écouvillon représente une petite surface de contact. Donc, pour un gabarit, là, il va falloir beaucoup frotter. Ça peut produire des échantillonnages qui sont non homogènes. Puis, il y a un risque de contamination lors des manipulations. Puis finalement, là, ça demande l'utilisation d'un gabarit. Je reviens, comme je vous disais, à la solution de trempage. Nous, on a décidé d'utiliser une solution saline, mais il existait dans la littérature de l'information comme l'ajout de Twin 80, qui est un agent tensioactif, aiderait à récupérer les bactéries aux surfaces. Donc, on s'était intéressé à si c'était nécessaire pour notre projet. Alors, on a fait un échantillonnage pilote où on a comparé pour différents points d'échantillonnage à la ferme, la saline et la saline plus Twin 80. Ensuite, on a comparé si on avait besoin de faire un enrichissement ou non pour récupérer les bactéries lactiques. Parce qu'il y a certaines bactéries que si on a une période d'enrichissement, c'est-à-dire de mettre les bactéries dans un milieu de culture pendant une certaine période, ils vont finir par se multiplier, puis après, on va être en mesure de les détecter. Donc, je vous présente les résultats ici qui sont sans enrichissement parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, pour les échantillonnages, dans les échantillons où il n'y avait pas de bactéries lactiques, même après 72 heures, ils restaient négatifs. Donc, ce n'était pas nécessaire pour les bactéries. Par contre, si vous décidez d'échantillonner des biofilms pour une autre espèce, comme par exemple Campylobacter, bien là, la période d'enrichissement va être nécessaire. Et qu'est-ce qu'on a pu voir? C'est que l'ajout du Twin 80 n'augmentait pas la quantité de bactéries lactiques retrouvées. Donc, on a décidé d'utiliser seulement la saline. Maintenant, je vais vous parler des éponges. Les éponges, c'est la compagnie 3M qui les fait. C'est une éponge de cellulose. Comme vous pouvez voir, là, c'est un petit carré qui va être à peu près gros comme ça. Et en fait, il va venir dans son sac stérile. C'est le même principe que l'écouvillon. Ça va être de humecter l'échantillon, puis de frotter la surface désirée. Puis, après le prélèvement, on va venir homogénéiser la solution qui est dans le sac pour venir décrocher là, les cellules de l'éponge au stomachaire. Donc, c'est un mouvement de palme là, qui va venir homogénéiser la solution. Donc, les avantages, c'est que c'est facile d'utilisation. Ça a une plus grande surface de contact que les écouvillons, donc peut-être peut permettre de décrocher plus de bactéries. Ça permet d'échantillonner des surfaces non planes, un peu comme les écouvillons. Vient avec son sel stérile et puis on peut commander là, une solution de tampon neutralisant qui est fournie avec. Mais comme pour les écouvillons, on peut choisir là, nous-mêmes de faire notre propre solution de trempage. Les points négatifs, en fait, que nous, on a expérimenté, c'est que c'est difficile de récupérer la suspension bactérienne en entier parce que c'est une éponge. Donc, après l'homogénéisation, la solution va re-rentrer dans l'éponge. Donc, c'est un peu plus difficile de séparer l'échantillon pour plusieurs types d'expérimentation, par exemple. Aussi, comme pour l'écouvillon, risque de contamination lors de la manipulation. Encore une fois, ça nécessite un gabarit. Puis, ça ne convient pas nécessairement à tous les endroits étroits parce que c'est assez massif. Et à la ferme, nous, on a trouvé que c'était pas possible de l'utiliser partout. Donc, encore une fois, là, pourquoi nous, on a opté pour l'écouvillon. Maintenant, je vais vous parler de la gare de contact. Quoi de mieux qu'une petite vidéo pour mieux comprendre comment ça fonctionne? Donc, j'imagine que vous voyez la vidéo qui roule. Donc, c'est dans le fond une agar qui vient déjà avec son milieu. Ça va être un milieu qui va convenir à le plus de bactéries possible, comme le triptyque soy agar, et qui est recommandé d'utiliser là, dans les protocoles ISO pour vraiment venir voir si notre désinfection des équipements est bien faite.
Donc, le principe, on recommande de bien identifier sa gélose avant de prendre le prélèvement. On ouvre la gélose et on va venir l'appliquer directement sur la surface que l'on veut échantillonner. Donc, vous voyez comme sur l'écran, c'est facile de l'appliquer un peu partout. Et voilà, vous comprenez le principe. Une fois terminé, on va venir fermer notre échantillon, puis l'incuber de environ autour de 48 heures de 30 à 35 degrés. Et on va exprimer, dénombrer le nombre de colonies sur notre gélose, tout simplement. Donc, les avantages, c'est très, très facile d'utilisation. Ça limite les étapes de manipulation lors du prélèvement. C'est un prélèvement qui se fait rapidement. Les risques de contamination sont liés parce que c'est très vite, très direct. Et ça ne nécessite pas l'utilisation d'un gabarit. Le gabarit, c'est la gélose, finalement. Par contre, c'est une utilisation unique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait notre prélèvement, le prélèvement ne sert pas à autre chose que le dénombrement ou l'isolement à la limite. Par contre, là, ça serait difficile de prendre l'échantillon pour l'extraction d'ADN, par exemple. Aussi, on est limité au milieu de culture, donc c'est le milieu de culture qui vient avec. Puis, comme vous avez compris, ça ne convient pas aux surfaces planes et c'est plus coûteux. Ici, c'est une étude que je vous présente qui a été faite par Fay et al. En 2020, où ils ont décidé de tester l'éponge, la garde de contact et les couvillons pour dénombrer les biofilms de Listeria monocytogenes. En fait, ils ont évalué la quantité de bactéries de Listeria par QPCR pour la population totale, par PMA QPCR pour la population viable et par dénombrement pour la partie cultivable. Et ce qu'on voyait là, c'est qu'il y avait des différences dans le dénombrement en fonction de la méthode de prélèvement. Par contre, il faut faire attention à cette étude-là parce qu'eux n'humectaient pas les couvillons avant de faire le prélèvement. Et ça peut limiter là, la possibilité de décrocher les cellules du biofilm finalement. Par contre, ce que je trouvais intéressant avec cette étude-là, c'est que c'est toujours bien, avant de mettre à grande échelle, de déployer un protocole, c'est de tester à l'échelle pilote nos techniques pour s'assurer qu'ils correspondent à nos besoins et que ça fonctionne. Donc, c'est une bonne pratique à faire pour tous les projets qu'on commence finalement. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de la caractérisation des bactéries. Donc, il est possible d'isoler les bactéries d'un échantillon afin de mieux comprendre leur implication dans la formation ou l'inhibition des biofilms. Et il est possible d'utiliser plusieurs tests pour les caractériser. Donc, lorsqu'on fait un dénombrement bactérien, on peut choisir des milieux de culture qui vont cibler des bactéries que nous, on désire étudier et on va venir les garder là, par congélation ou par lyophilisation pour les conserver plus tard pour faire les tests pour les caractériser. Donc, si jamais là, vous voulez des conseils sur la culture de bactéries, les procédures de cryoprotection, je vous encourage là, à consulter le guide d'ATCC sur la culture bactérienne, qui est ATCC est la collection de bactéries américaines. Comme je disais, il est ensuite possible d'évaluer l'impact des bactéries provenant des biofilms sur la qualité du lait. Coralie va revenir un peu plus sur cette partie-là. Et moi, je ne vais pas vous parler de comment on évalue la formation des biofilms parce que Étienne et Coralie vont développer un peu plus, mais moi, je vais vous parler de d'autres impacts que les bactéries peuvent avoir. Notamment la production d'exopolysaccharides. C'est quoi un exopolysaccharide? En fait, c'est un biomère pouvant être produit par plusieurs espèces bactériennes, mais leur production est souche-dépendante. C'est-à-dire que pour une même espèce, on peut avoir des souches qui vont en produire, des souches qui n'en produiront pas. Le type d'EPS peut être différent, puis aussi la quantité d'EPS produit peut être différente. Des exemples d'EPS connus, c'est par exemple la gomme de xanthane qui est produite par Xanthomonas et le Dextra qui est produit par le Conostoc mesenteroides qui sont utilisés dans l'alimentation.
Les EPS vont être synthétisés là, à l'intérieur de la cellule, puis sécrétés à l'extérieur, ou encore vont être synthétisés de manière extracellulaire là, par les enzymes qui sont ancrées à la paroi cellulaire. Et les EPS, en fait, qui sont un sucre, finalement, peuvent être l'élément clé de la formation du biofilm, la matrice dans laquelle les bactéries vont se développer. Il est possible de faire un criblage rapide de la production d'EPS. Pour ce faire, on va strier la culture bactérienne sur un milieu solide. Puis, après une croissance de 48 heures, il est possible de vérifier si la bactérie, la colonie a un des deux phénotypes suivants qui peuvent être des très bons indicateurs de la production de l'exopolysaccharides. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, on a les colonies de type mucoïde. Le nom l'explique bien, là, ça ressemble à du mucus, donc très vitreux. Comme on peut voir là, sur l'écran, on a deux bactéries de la même espèce et une produit des exopolysaccharides et l'autre non. Puis, on a le phénotype filant, comme on peut voir à l'écran, mais je vais vous présenter une vidéo qui représente un peu mieux. Donc, ici, c'est la souche, comme vous pouvez voir à l'écran, 9595M. C'est un lactobacillus rhamnosus qui est connu pour produire beaucoup d'EPS. Et comme vous pouvez voir, ça ne sera pas long, mes talents de caméraman sont moyens. On va voir la colonie s'étire beaucoup. Donc, on peut voir à quel point ça s'étire. Moi, ça m'impressionne toujours beaucoup. Voilà. Faut faire attention parce que la production d'EPS va varier en fonction du milieu de culture et des conditions de culture, donc par exemple la température ou la source de carbone. Donc, il faut toujours penser, par exemple, si on veut que la souche produise des EPS dans le lait, on sait que le lait contient du lactose, donc c'est bien de tester si la souche en présence de lactose est capable de produire des EPS. Il est possible d'isoler et de purifier et de doser la quantité d'EPS produit avec différents protocoles. Donc, dans l'article de Berchéal en 2019, il y a le protocole pour ça. Et c'est possible d'évaluer la production d'EPS en fonction de différentes conditions. Par exemple, si la bactérie se développe à 4, si elle se développe à 37, est-ce que la variation d'EPS va être différente finalement? Maintenant, je vais vous parler de l'activité protéolytique. En fait, certaines bactéries possèdent des enzymes protéolytiques qui peuvent influencer négativement la qualité du lait. En fait, c'est qu'ils vont venir cliver les protéines du lait, notamment la caséine. Des enzymes protéolytiques peuvent être produites dans les biofilms et ça peut avoir une incidence négative sur le lait. Et certaines de ces enzymes peuvent résister au traitement de chaleur, notamment la pasteurisation ou l'eupérisation à haute température, c'est-à-dire, il y en a qui vont dire aussi ultra haute température. Donc, je vais vous montrer un petit peu un schéma. En fait, c'est que là, si dans notre lait, on a des bactéries qui produisent des enzymes protéolytiques représentées par les petites formes de Pac-Man, en fait, après notre traitement thermique, même si les bactéries ne survivent pas, certaines enzymes protéolytiques thermorésistantes vont résister et durant l'entreposage vont venir déstabiliser les caséines du lait et ça va venir produire une sédimentation ou encore un gel qui va être perçu négativement pour la qualité du lait. Comme pour les EPS, c'est possible de faire un criblage rapide de l'activité protéolytique. En fait, ça consiste à mettre les bactéries en culture, puis d'ajouter une goutte de culture pour faire un stri ou ajouter une goutte ou faire un stri là, selon ce qu'on veut voir. Et, sur une gélose lait. Dans le fond, c'est du lait reconstitué à 10% avec de la poudre de lait écrémé où on ajoute de l'agar. Puis après une incubation de 24 à 48 heures là, à la température optimale de la souche, on peut voir une activité protéolytique qui s'exprime par un halo clair du milieu, comme vous pouvez voir sur l'image. Donc, ici, on a
notre milieu sans bactéries, il ne se passe rien. Une bactérie non protéolytique, il ne se passe rien. Et d'autres bactéries qui ont différents degrés. Comme ici, on peut voir que la bactérie va être moins protéolytique que la bactérie qui est ici. Maintenant, je passe au biosurfactant. En fait, c'est quoi un biosurfactant? C'est une molécule amphiphile qui a de différentes natures. Ça peut être des glycolipides, des polysaccharides, des protéines, etc. Donc, qui sont en mesure de réduire la capacité d'adhérence des bactéries. Je vous parlais du Twin 80 tantôt. C'est un surfactant. C'est pas un biosurfactant, mais c'est un surfactant. Et certaines bactéries sont en mesure de produire ces surfactants de façon naturelle et comme beaucoup de caractéristiques comme la production de peste, comme l'activité protéique, ça va être souche dépendant. Et pourquoi je vous parle des biosurfactants, en fait, c'est que ça peut être des alliés pour inhiber la formation de biofilms ou pour disperser des biofilms existants. Ici, c'est un exemple qui a été fait, je crois que j'ai mis la référence, de Merenghi et al. En 2017. En fait, ils prenaient 3 souches de Staphylococcus aureus et permettaient la formation de biofilms. Puis ensuite, on traitait avec des biosurfactants produits par 2 différentes souches de Lacticacei Bacillus casei, auparavant appelé Lactobacillus casei. Et ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il y avait vraiment une diminution du biofilm. Donc, c'est quand même intéressant. Encore un criblage rapide de la production de biosurfactants. En fait, ça consiste à mettre les bactéries en culture, puis après 24 heures, de prendre une goutte de culture et la mettre sur du parafilm. Ça peut être fait aussi en mettant une couche d'huile minérale et en venant mettre la goutte de culture sur l'huile minérale et d'attendre 5 à 10 minutes pour relever les résultats. C'est bien important de mettre un contrôle négatif qui consiste au milieu de culture non inoculé. Je vous explique pourquoi avec la photo. En fait, c'est que selon la forme de la goutte, on va être en mesure de dire si un biosurfactant ou pas, parce que ça va venir diminuer la tension superficielle et la goutte de culture va venir s'affaisser. Mais selon la composition du milieu de culture, il va avoir une influence sur la forme de la goutte. Donc, c'est vraiment important d'utiliser notre milieu non ensemencé comme contrôle. Et je vous présente une petite vidéo accélérée de ce test. La première goutte était le contrôle négatif et la deuxième goutte est une souche de Bacillus licheniformis qui contient un biosurfactant, c'est la surfactine. Et on peut déjà voir que la goutte est en train de s'affaisser. Donc, cette souche-là produit un biosurfactant. Et les autres souches n'en produisent pas. Ça demeure un test qualitatif. Par contre, là, il y a d'autres techniques comme le test de déplacement de l'huile qui permet de qualifier, semi-quantifier un peu mieux la production de biosurfactants. Donc, voici la vidéo. Normalement, il roule. J'imagine que vous le voyez. Donc, ici, c'est une compagnie qui produit leur propre biosurfactant et vous montre l'essai. C'est un biosurfactant qui est fait à partir de bactéries. Ça nous prend de l'eau et de l'huile colorée. Donc, ici, on a notre eau et notre huile colorée. Il y a certaines études aussi qui vont prendre du pétrole brut aussi pour faire ce test. C'est un petit peu plus difficilement accessible. Et ici, on a le biosurfactant. On va mettre l'eau dans le pétri. Puis, on va venir ajouter des gouttes d'huile colorée. Donc, l'huile va venir faire une couche à la surface de l'eau, comme vous pouvez voir. Et puis, on va venir prélever une petite quantité de biosurfactant. Et là, on le met dans l'huile et pouf! La tension superficielle est diminuée et là, l'huile va tout se ramasser sur le côté. Donc, après ça, c'est même possible de venir récupérer l'huile à la surface pour vous montrer à quel point c'est impressionnant. Donc, vous pouvez vous imaginer comment un biosurfactant pourrait peut-être venir là, inhiber la formation de biofilms.
Donc, c'est un peu, moi, les tests sur lesquels je vais me pencher pendant mon projet. Puis, je vais passer la parole à Étienne qui va nous parler des biofilms chez la vache laitière. Je ferme mon partage. Parfait. Est-ce qu'on m'entend correctement avant de commencer? Oui, parfait. Merci Coralie pour l'introduction et merci aussi Mérilie pour cette première partie. Donc les biofilms au niveau de la ferme laitière. Donc moi je vais vous parler des biofilms chez la vache laitière et plus précisément je vais vous parler de la mamite bovine mais d'un point de vue microbiologique. Donc ce que vous allez voir, tous les projets que je vais vous présenter ont été réalisés dans le laboratoire du docteur Mario Jacques. Alors, une petite mise en contexte, la mamite bovine, c'est une inflammation de la glande mammaire chez la vache. Donc, elle induit une réduction de la production de lait et une altération du bien-être de l'animal. Donc, bien évidemment, ça engendre des pertes économiques très importantes. Donc, il y a plusieurs pathogènes qui sont impliqués. On les classe en deux catégories. Donc, les bactéries environnementales et les bactéries contagieuses. Alors, qui sont-ils? Donc, on retrouve les coagulases, les staphylocoques à coagulase positifs ou bien les Staphylococcus aureus, donc en proportion 30 à 40%. On retrouve aussi les SN, donc les staphylocoques à coagulase négative, qui sont aussi maintenant appelés les staphylocoques non aureus, donc les SNA, avec une proportion de 42,7%. On retrouve aussi une faible proportion de Staphylococcus tuberis, donc 5 à 10%, et une très faible proportion de Escherichia coli, inférieure à 1%. Alors, nous, tout au long de cette présentation, dans le cadre des projets que je vais vous présenter, on va uniquement s'intéresser aux deux premières catégories, donc le Staph aureus et les STN ou les SNA. Alors, qui sont-ils ces pathogènes? Donc, c'est des cocci à gram positifs. Concernant le Staph aureus, il pose un problème majeur pour les producteurs laitiers, car il cause des mamites sous-cliniques persistantes et qui sont difficiles à traiter. Concernant les STN ou les NSE, donc à un moment donné, je vais juste les appeler STN, donc c'est les bactéries les plus fréquemment isolées au niveau intramammaire. La persistance et la résistance antimicrobienne de ces staphylocoques nous amènent à poser l'hypothèse suivante. Est-ce qu'il existe un biofilm au niveau de la glande mammaire? Donc, on entend toujours parler de l'implication d'un biofilm au niveau de la glande mammaire. C'est pour ça que ça explique aussi le fait que cette pathologie est très difficile à traiter. Mais concrètement, réellement, ce phénomène n'a jamais été documenté, selon notre connaissance, bien évidemment. Donc, ça n'a jamais été observé, ni vérifié, ni confirmé. Donc, c'est pour cela qu'on s'attaque à cette problématique. Donc, on voudrait confirmer la présence d'un biofilm au niveau de la glande mammaire. Alors, pour ce faire, on a besoin d'un spécimen malade. Donc, pour pouvoir étudier ce qui se passe au niveau de la glande mammaire. Donc, quand on dit un spécimen malade, donc les signes extérieurs assez classiques sont la fièvre, le gonflement de la mamelle, la sensibilité au toucher, la perte de l'appétit et aussi une diminution de la production de lait. Donc, qu'est-ce qui va se passer en premier temps? Monsieur le vétérinaire va demander un prélèvement de l'échantillon de lait qui va par la suite être analysé pour faire un comptage bactérien. Donc, on va faire un compte bactérien pour déterminer le nombre de cellules bactériennes présentes par millilitre de lait et par la suite, faire une identification bactérienne pour savoir qui est présent dans cet échantillon de lait. Suite à ça, une fois qu'on a la confirmation que dans notre échantillon de lait, on retrouve du Staph aureus, on va se poser la question sur l'existence d'un biofilm au niveau de la glande mammaire. Donc ça, c'est un peu le spécimen que nous, on a récupéré. Donc, on passe un peu par la suite à cette étape qui consiste donc à aller voir ce qui se passe au niveau de la glande mammaire. Mais avant de faire ça, il est très important de se poser la question sur ce qui existe au niveau de la littérature. On sait que dans la science humaine, ils sont très avancés par rapport à ce qui se fait en vétérinaire. On a vu tout à l'heure au niveau de l'introduction, Coralie a montré donc Pseudomonas aeruginosa au niveau des poumons de patients infectés. Donc, on sait que ça forme des biofilms au niveau des poumons, mais qui se forment en forme d'agrégats. Donc, il n'y a pas vraiment le biofilm classique qu'on voit sur une surface avec des bactéries en couches superposées. Donc, on est très loin de cette description, mais par contre, on parle toujours d'un biofilm dans ce cadre d'agrégats bactériens. En ce qui concerne la science animale, donc il y a quand même
une piste à explorer. Donc, c'est des travaux qui ont été réalisés dans le laboratoire du docteur Jacques il y a quelques années. Et ça porte sur des échantillons de poumons de porcs infectés par Actinobacillus. Donc, ils ont cherché à faire exactement ce qu'on veut faire au niveau de la glande mammaire, c'est-à-dire voir s'il y a l'existence d'agrégats bactériens au niveau des tissus infectés. Et bien, la réponse est oui, parce que quand on compare le contrôle négatif ici, donc là, en bleu, ce que vous voyez, c'est le tissu des poumons, et ici, à côté, donc, le tissu qui est infecté. Donc, vous voyez ici l'apparition de petits points rouges. Donc, ces petits points rouges, c'est des agrégats bactériens. Donc, c'est pas juste une bactérie qui est toute seule, c'est des agrégats bactériens, plusieurs bactéries qui se mettent ensemble et qui forment donc cette niche bactérienne ici, nichée complètement dans les tissus. Donc, voilà un petit peu on va dire notre background scientifique. Là. Sur ça, on va se baser pour lancer notre expérience, pour voir ce qui se passe au niveau de la glande mammaire. Revenons donc à notre glande mammaire, donc la glande de la vache infectée. Donc, ce que nous avons cherché à faire, c'est de récupérer des échantillons. Malheureusement, on ne peut pas utiliser des techniques comme l'écouvillon ou une éponge, comme a cité Merili tout à l'heure. Donc, on est obligé de passer par des techniques plus invasives. Donc là, on va parler de biopsie par forage suite à l'euthanasie, malheureusement, de l'animal. Et pour faire, bien sûr, ces expériences-là, il vaut mieux s'aider par des vétérinaires. Donc, c'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec les docteurs Simon Dufour et Sylvain Nichols. Donc, une fois qu'on a obtenu ces échantillons, on va passer à l'étape d'hybridation in situ. Donc, on va chercher à hybrider, à aller voir où sont les bactéries dans le tissu. Donc, in situ, excusez-moi. Donc, la première chose, c'est la préparation des échantillons. On a besoin d'une certaine taille, d'une certaine épaisseur pour faire en sorte que la visualisation soit possible par la suite. Une fois qu'on a préparé les échantillons, on passe à l'étape d'hybridation. Et donc, pour ce faire, on doit préparer une sonde spécifique. C'est une sonde nucléotidique spécifique qui va aller chercher les Staph aureus. Donc, c'est une sonde qui va s'hybrider sur une partie du génome spécifique pour Staph aureus. Et cette dernière est marquée à l'Alexa 647 qui va donc en microscopie, s'exciter et donner une lumière rouge, comme ce que vous avez vu tout à l'heure au niveau des poumons infectés. Après ça, on passe à une étape de marquage au DAPI. Alors, le DAPI va donner une couleur bleue partout. Là où il va trouver de l'ADN, il va aller s'accrocher et ça va s'illuminer en bleu. Une fois que toutes ces étapes de marquage ont été réalisées, on passe donc à l'observation. Pour observer ces échantillons, on doit utiliser une microscopie confocale. Alors, c'est une microscopie qui est très utilisée et très appréciée dans l'étude des biofilms parce qu'elle nous permet de connaître l'architecture d'un biofilm, d'aller voir au niveau du profondeur du biofilm comment s'organisent les bactéries. Donc, quand vous montrez une coupe, on va dire un morceau de tissu au microscope, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher au niveau des profondeurs comment est organisé votre échantillon. Vous lui dites que je veux, par exemple, prendre tous les 1 micromètre, par exemple, je dis n'importe quoi, tous les 1 micromètre, je veux prendre une image. Donc, il va définir la base de ton échantillon et le top de ton échantillon et il va prendre des photos tous les 1 micromètre. Donc, il va compiler une série de photos qu'on va par la suite récupérer et qu'on va traiter grâce à des logiciels comme par exemple Image Pro qui va venir donc compiler cet ensemble d'images pour créer une image 3D. Donc, c'est ça qui va nous permettre par la suite de calculer l'épaisseur d'un biofilm, de voir son architecture, de pouvoir le décrire et aussi de connaître la biomasse de ce dernier. Alors, en termes de résultats, voilà ce qu'on obtient. Déjà, c'est rassurant, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu dans la littérature. Donc, le bleu, c'est le tissu mammaire et le rouge, c'est les agrégats de Staph aureus. Donc, l'expérience a fonctionné. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau des échantillons, on a pris à différents niveaux. Donc, on a localisé nos échantillons à différents niveaux de la glande mammaire. On part du parenchyme mammaire et on descend vers la cytère. Donc, ce qu'on peut observer aussi, c'est que quand on est dans le parenchyme mammaire, c'est là où on observe le maximum de spots, le maximum d'agrégats rouges, donc d'agrégats bactériens. Et plus on descend vers la cytère, moins ils sont présents. Donc ça, c'est aussi une deuxième constatation, c'est que visiblement, selon nos résultats, il y aurait plus d'agrégats bactériens qui sont donc nichés tout en haut du parenchyme mammaire. Ce qui vient donc confirmer, bien sûr, avec nos résultats, avec dans notre contexte expérimental, la présence d'un biofilm in situ, donc qui se présente sous forme d'agrégats qui sont nichés dans les tissus mammaires et qui représentent donc une niche infectieuse. Donc c'est pour ça que c'est difficile à traiter, parce que si on arrive à disperser, admettons, un agrégat, et bien les bactéries vont aller se disperser et ils vont aller se localiser à d'autres endroits au niveau de la glande mammaire
et reformer un biofilm. Donc, une fois qu'on a étudié le biofilm in situ, on s'est intéressé à caractériser les bactéries qui sont présentes au niveau du lait, qui est issu de cas de mammites bovines. Alors, pour ce faire, nous avons utilisé donc, une collection bactérienne qui représente 255 bactéries. Donc, c'est une souchothèque qui est gérée par le réseau Mammites. Et nous avons eu comme objectif, donc quand j'ai dit nous, hein, c'est vraiment les travaux du labo Mario-Jacques, hein, c'est des moments où j'étais pas là, mais je dis nous là comme pour décrire toute l'équipe. Donc pour étudier le biofilm in vitro. Donc le premier objectif a été l'étude de la capacité des SCN à former des biofilms. Donc on sait que les staphylocoques sont difficiles à traiter. Ils forment globalement des biofilms forts, donc ce qui est comme connu dans la généralité. Donc, on voulait quand même le confirmer concrètement, est-ce que oui ou non, ça forme des biofilms forts. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est d'étudier le biofilm simple. Comme l'a décrit Coralie tout à l'heure dans l'introduction, c'est le modèle le plus classiquement utilisé, c'est très simple à faire. Et il faut toujours aussi utiliser les biofilms mixtes, parce que dans le contexte réel, une bactérie ne peut pas se retrouver seule dans un biofilm. Il en faudrait 2 ou plusieurs. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'étude des biofilms mixtes. Et le troisième objectif a été d'explorer les stratégies d'inhibition des biofilms. Alors, avant de passer au projet, aux résultats des projets, on va d'abord commencer par voir quels sont les modèles d'étude des biofilms in vitro. On a vu in situ comment ça se passe. Maintenant, on va voir in vitro comment on fonctionne. Donc, le modèle le plus classique, celui qui est le plus fréquemment utilisé, avec lequel on commence tous, c'est le modèle fermé, modèle statique, qui est tout simplement une microplaque 96 puits. Donc, cet outil permet de quantifier rapidement le biofilm par une simple mesure de densité optique. Alors, comment ça se passe là, très brièvement? Donc, ici, vous avez au niveau du puits, donc il va y avoir une première étape qui est donc l'inoculation. Donc, les bactéries vont rentrer dans le puits. Elles vont retrouver une surface libre à coloniser, donc elles vont aller se coller dessus. Et après, elle va commencer à se diviser. Jusque-là, toutes ces étapes-là, elles le font très bien, elles n'ont pas besoin de notre aide. C'est ici qu'on intervient donc, pour la révélation des biofilms. Donc, la première chose, on fait une étape de lavage pour éliminer donc, toutes les bactéries qui n'ont pas adhéré aux parois. Et par la suite, on passe à une étape de coloration. Donc, les colorants les plus utilisés, les plus fréquemment utilisés sont le cristal violet, qui donne une coloration violette, ou la safranine, qui est plutôt des tons rosés, là, comme on peut voir ici au niveau de la microplaque. Après cette étape, on passe à une lecture des une quantification par densité optique très simple. Alors, il faut juste se mettre un peu dans la tête, c'est que ça donne une valeur. Mais cette valeur ne représente pas une biomasse, ne représente pas quelque chose de concret. Ce qu'on permet de faire avec ces valeurs, c'est de comparer, admettons, deux bactéries, un ensemble de bactéries. Si la bactérie A a une lecture DO à 3 et la B donne une DO à 1, et bien la A forme un biofilm qui est plus épais que la B. C'est tout simplement ce genre de confirmation, ce genre d'information qui nous permet d'obtenir avec une microplaque. Alors, l'avantage de cette technique, comme vous pouvez le voir, c'est une technique très simple d'utilisation et qui permet de faire un criblage au débit. 96 puits, on peut vraiment faire beaucoup d'expériences avec une seule plaque. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est un système fermé, c'est un système statique. Donc, il y a absence de force de cisaillement et il n'y a pas d'apport de milieu frais. Donc, il n'y a pas de régénération du milieu de culture. Donc, pour cela, généralement, une fois qu'on a terminé le criblage en microplaque, on passe systématiquement en modèle ouvert ou dynamique, donc en fonction des équipements des laboratoires. Donc, pour nous, là, dans le laboratoire du Dr Mario-Jacques, on a le bioflux 200, qui est le Superman des biofilms, ce qui va permettre vraiment d'étudier les biofilms en conditions dynamiques. Donc, ça utilise aussi un système de microplaque, donc là, un microplaque 48 puits, mais c'est une microplaque qui est très spéciale, un peu plus high-tech qu'une microplaque classique, parce que quand on regarde ici, donc vous avez ici au niveau, par exemple, de la colonne 5-6, donc on va faire un agrandissement ici, vous allez voir que les puits de gauche et de droite sont connectés par des petits tubulaires et un canot. Et donc, quand on regarde ici ce qui se passe, c'est que le puits de gauche, c'est le inlet. C'est là où on va mettre le milieu frais. Et le puits de gauche, c'est le outlet. C'est un peu la poubelle. Et ici, au milieu, ce que vous voyez, donc ici, il y a un petit tunnel qui va relier les deux puits. C'est là où les bactéries vont former leur biofilm. Et donc, pendant tout le temps de croissance des bactéries, le milieu va passer tout au long de ce temps d'incubation, va passer en continu, va être consommé par les bactéries et va se retrouver par la suite dans le outlet. Donc, tout ce qui
est déchet généré par les bactéries, milieu de culture consommé, va se retrouver au niveau du outlet. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un système qui est ouvert, dynamique, donc ça se régénère et il y a des forces de cisaillement. Alors, quand vous venez voir, l'avantage de cette technique, c'est un approvisionnement continu en milieu frais et des forces de cisaillement contrôlées. Bien évidemment, donc le milieu de culture, quand il passe, il y a tout un logiciel qui permet de contrôler toute cette expérience. Par contre, le point négatif, c'est que cet appareil coûte cher et c'est nécessaire d'être assisté par une personne qui est expérimentée parce que c'est très facile, on va dire, d'appréhension. Là, il faut vraiment se former pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc, j'ouvre ici quand même une petite parenthèse, là, comme l'a mentionné Coralie et Mérélie, c'est que donc cet instrument, c'est une plateforme qui est disponible pour tous les membres du regroupement. Donc, si vous voulez lancer des expériences avec cet équipement ou que vous avez besoin de créer une collaboration, on est disponible là pour vous aider pour votre projet. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site d'Oplay et aller chercher donc la personne contact qui vous intéresse. Revenons donc à notre projet de recherche. Donc, pour étudier les biofilms des STN isolés de cas de mammites bovines, donc on passe par une première étape de criblage, donc aux microplaques. Donc, pour cribler 255 bactéries, il est obligatoire de passer par une microplaque. Et donc, ici, c'est les résultats qu'on obtient. Donc, ce qu'on voit, c'est que généralement, donc globalement, toutes les STN sont capables de former des biofilms avec des profils différents. Donc, il y en a qui forment des biofilms forts, comme par exemple l'exilosus, de manière générale, et d'autres qui forment des biofilms plus faibles. Donc ça, c'est la première chose. Comme je vous ai dit, une quantification densité optique ne permet pas de dire autre chose que ça. Donc, suite à ce résultat, 30 isolats ont été sélectionnés, donc produisant un biofilm fort, et 10 isolats qui produisent un biofilm faible, dans l'objectif d'étudier des biofilms mixtes. Ce qui a été aussi démontré par la suite, c'est que les souches SCN, qui sont en biofilm, sont beaucoup moins résistantes, sont beaucoup moins sensibles aux antibiotiques que les bactéries planctoniques. Donc, quand on parle de résistance, c'est donc à 4 fois à 2048 fois résistante aux antibiotiques. Donc, comme vous pouvez voir, l'antibiotique n'arrive pas à franchir la barrière du biofilm pour aller atteindre sa cible, donc la bactérie. Donc, pour pouvoir, donc une fois qu'on a étudié les biofilms simples, on passe à l'étude des biofilms mixtes. Et donc, pour ça, il y a eu la stratégie de mettre en contact les biofilms forts avec les biofilms faibles pour voir quelle sorte de communication ou de collaboration existe entre ces souches. Malgré qu'elles sont issues donc du même environnement, nous, on voulait recréer expérimentalement ce qui se passerait si on les mettait ensemble. Donc, la première chose, c'est une caractérisation au milieu statique, donc avec des microplaques. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a mis une souche productrice forte avec une productrice faible. Donc, la forte, une DO forte, la faible, une DO faible. Et quand on met la A et la B ensemble, on se retrouve à une grosse surprise avec un biofilm qui est encore plus faible que celle qui produit un biofilm faible. Les mêmes résultats ont été confirmés en confocale. Donc, c'est exactement la même expérience, conditions statiques, mais là, observé en confocale, ça permet de voir un peu l'architecture du biofilm, comment il s'organise. Donc, ici, la souche forte, la souche faible et les deux ensemble. Donc, on voit que quand on les met deux ensemble, il y a un phénomène d'inhibition qui se crée. Par la suite, comme je vous ai expliqué, donc le schéma toujours expérimental, microplaque dynamique, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient une confirmation de ces observations. Biofilm fort, ce que vous voyez là, les petits points, là, c'est un biofilm en lumière blanche, au microscope classique. Donc ça, c'est les petites bactéries. Ici, donc c'est la souche qui produit un biofilm faible. Et là, quand on les met les deux ensemble, donc on a des petites cellules là qui sont adhérées à la surface, mais donc très, 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 très faibles. Donc un biofilm vraiment très faible. Voilà ce qui... Je vais vous montrer maintenant une vidéo des résultats qu'on pourrait obtenir en time-lapse, le biofilm fort seul et un biofilm fort mis en contact avec les molécules d'un biofilm faible. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe.
vous voyez donc là en haut, le biofilm fort. Donc, au bout d'un certain temps d'incubation, des 24 heures, on obtient donc une couche épaisse de cellules. Donc, on parle d'un biofilm et que ici, quand on le met en contact avec des molécules produites par des biofilms faibles, voilà ce qu'on obtient. Donc, on voit visiblement, clairement, une inhibition du biofilm. Alors, la première constatation qui a été réalisée suite à cette étude, c'est que certains SCN forment des biofilms forts et d'autres forment des biofilms faibles. Donc ça, c'est la première chose. Quand on les met ensemble, on obtient de l'inhibition. Donc une inhibition qui est comprise entre 50 et 80%. C'est quand même important. Donc cette inhibition est confirmée par méthode statique et dynamique. Cela dit, concernant le mode d'action, je pense que tout le monde se pose la question, le mode d'action est en cours d'étude. Donc, on sait que c'est quelque chose qui ça inclut la communication cellulaire, si vous voulez, une partie de réponse. Donc, c'est inclut la communication cellulaire. On sait que les bactéries dans un biofilm communiquent ensemble, donc il y a du partage de molécules. Cela dit, donc c'est toujours en cours d'étude et une déclaration d'invention a été déposée. Donc, c'est pour cette raison que je vais m'arrêter là. Donc, une fois qu'on a étudié le biofilm in situ et qu'on a regardé ce qui se passe in vitro, donc on a évalué la capacité à former des biofilms et aussi étudié les interactions bactériennes, on s'est posé la question sur les nouvelles stratégies d'inhibition des biofilms. Ok, on a un biofilm on a des souches qui forment des biofilms forts, qui sont très pathogènes, très difficiles à traiter. On commence à parler d'antibiorésistance. Est-ce qu'il y aurait dans la nature des molécules ou des composés qui pourraient donc montrer une activité intéressante anti-biofilm et qui pourraient être applicables à ce contexte? Donc, pour ce faire, on s'est intéressé à l'aromathérapie, donc qui est une branche de la phytothérapie, et plus spécifiquement donc l'utilisation des huiles essentielles. Alors, elles sont connues pour être antiseptiques. Elles ont aussi un pouvoir antibactérien et donc, par conséquent, un pouvoir antibiofilm. Donc ici, il faut vraiment faire attention parce qu'un effet antibactérien va engendrer un effet biofilm. Mais une molécule antibiofilm n'est pas forcément antibactérienne. Donc, pour inhiber un biofilm, oui, on peut tuer la bactérie, mais on peut aussi agir à d'autres niveaux. Peut-être au niveau de la matrice cellulaire, la cellule va rester intacte, au niveau de la communication, au niveau de la mobilité, il y a plusieurs autres éléments qui rentrent en jeu. Donc, les huiles essentielles sont aussi antioxydantes et elles sont aussi antivirales. Donc, très appréciées en ce moment à cause de la pandémie. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, nous, au niveau du labo, on a criblé une large panoplie, un large panel d'huiles essentielles très connues, très appréciées du grand public. Donc, on a le génol, le thymol, le carbacrol, le cinnamaldéhyde, le menthol, le farnézol et le linalol. Juste pour vous expliquer comment on fonctionne quand on se lance dans un criblage de molécules, c'est que la première chose qu'on fait, c'est un aromatogramme, qui est l'équivalent d'un antibiogramme. Donc, on prend une boîte avec donc une culture bactérienne, on met des disques stériles et sur des disques stériles, donc on va venir mettre des gouttes d'huile essentielle pure. Et après un temps d'incubation, on va aller mesurer le diamètre d'inhibition. Plus le diamètre d'inhibition est grand, plus l'huile a un effet qui est plus fort sur le développement bactérien. Donc, une fois qu'on a ces résultats, on passe à la détermination de la concentration minimale inhibitrice. Donc, c'est la concentration minimale qui permet une inhibition visible de la croissance bactérienne. Donc là, on procède par une série d'évolutions pour déterminer quelle est la concentration minimale qui permet de donner une inhibition. Une fois qu'on a observé ce qui se passe au niveau bactérien, on passe à l'étude antibiofilm en conditions statiques pour commencer, pour le criblage, et on passe en conditions dynamiques. Alors, pour faire une histoire courte, je ne vais pas vous montrer tous les résultats de toutes ces huiles, etc. Je vais juste me focaliser sur le farnézol. Pourquoi? Parce que le farnézol, contrairement à tous ses petits camarades, possède une faible activité antibactérienne. Donc, il n'a pas un effet fort pour aller tuer les bactéries. Par contre, il présente une très forte activité antibiophile. Et c'est là où c'est étonnant et c'est très, on va dire, innovant, parce que d'habitude, on entend toujours parler que les huiles essentielles tuent les bactéries, donc forcément, elles ont un effet sur les biofilms. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'inverse. Faible activité bactérienne et une forte activité antibiophile. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce composé pour voir quel est le mode d'action et pour pouvoir caractériser davantage. Alors ici, pour vous montrer un peu les résultats qu'on obtient en dynamique.
donc avec certaines souches qu'on a sélectionnées de la sélection du criblage de souches bactériennes. Donc ici en bas, vous voyez, donc ici on a un Staph aureus, Xylosius, Simulans et Chromogenes. Donc en bas, le contrôle négatif. Et en haut, donc la cellule avec le farnesol. Donc, et on voit ici qu'on a des inhibitions très significatives, très clairement visibles des biofilms après 24 heures. Donc, je reviens toujours à mon schéma de raisonnement et je vous promets, c'est le dernier, j'ai fini. Donc, toujours on revient à notre vache malade qui malheureusement est décédée. Ce qu'on a vu, on a vu qu'il y avait un biofilm in situ. Donc, on l'a vu avec nos expériences, bien évidemment, c'est des résultats qui sont préliminaires, donc c'est prendre avec des pincettes, mais quand même, on a une piste d'explication. On a vu aussi la capacité à former des biofilms concernant les souches qui sont présentes au niveau du lait. Donc, on les a caractérisés in vitro, en biofilm simple et en biofilm mixte. Et on a aussi découvert une alternative antibiofilm naturelle, qui est donc le farnesol, et qui récemment, en fait, donc tout le monde, on se pose nous aussi la question sur le mode d'action. Et ce qu'on peut voir au niveau de la littérature, c'est que cette molécule, donc tout récemment, a été décrite comme une molécule qui serait impliquée dans la communication cellulaire. Donc, si elle vient court-circuiter la communication cellulaire, donc c'est tout à fait normal qu'au bout d'un certain temps, elle va venir perturber la formation du biofilm, comme on peut le voir ici au niveau du schéma. Donc, elle va venir complètement perturber la cohésion du biofilm et donc permettre sa dispersion. Donc ça, c'est une piste à explorer si on veut expliquer les résultats que nous, on a obtenus. C'est ça. Donc, il reste maintenant à réfléchir quant aux applications potentielles, de comment on pourrait utiliser ces résultats dans un contexte de mammites bovines. Voilà. Donc, j'en ai fini pour ma partie. Si vous avez des questions, je me ferai plaisir à vous répondre par la suite, donc à la fin de l'atelier. Et je vais passer la parole à Coralie. Donc, c'est ça. Je vais vous parler des biofilms en transformation laitière. Donc, plusieurs micro-organismes et dont plusieurs espèces bactériennes vont pouvoir être impliqués lors de problématiques associées aux biofilms dans les industries laitières et particulièrement, donc, dans ce cas-là, dans les usines de transformation du lait. Donc, on pourra avoir des bactéries d'altération, donc comme leur nom l'indique, vont entraîner une altération du lait ou des produits laitiers. Et un exemple est justement une coloration bleutée du lait qui va être conférée par Pseudomonas fluorescens. On pourrait être également en présence de bactéries pathogènes qui, elles, vont entraîner des infections chez l'homme. Et un exemple tristement célèbre est Listeria monocytogenes qui va être responsable d'avortement chez la femme enceinte. Les bactéries qui sont présentes dans l'environnement des usines de transformation du lait vont avoir la capacité d'adhérer aux surfaces des équipements et notamment sur l'acier inoxydable qui est l'équipement le plus fréquemment rencontré sur les équipements, mais également sur le plastique, le bois, le verre et le caoutchouc. Donc ici, vous pouvez observer par microscopie électronique des exemples d'adhésion de micro-organismes sur des surfaces en acier inoxydable. Et ce qu'on remarque, c'est que les bactéries vont avoir tendance à aller adhérer au niveau des imperfections de la surface. Donc les biofilms vont avoir différents impact au niveau des usines de transformation et comme je vous l'ai dit précédemment, donc ça peut entraîner des produits qui vont être non conformes ou atypiques dans le cas des bactéries d'altération, mais également des intoxications alimentaires dans le cas des bactéries pathogènes. On va également pouvoir observer un encrassement et une réduction du transfert de chaleur dans les conduits. Et tout cela va nécessiter notamment des cycles de nettoyage additionnels, mais également les rejets ou les rappels de produits. En parallèle, les biofilms vont entraîner une corrosion des surfaces qui va nécessiter des réparations ou des remplacements d'équipements précoces et tout cela va entraîner des pertes économiques importantes. Différentes méthodes existent dans les usines de transformation pour détecter les biofilms. Donc, Merily vous a parlé tout à l'heure des prélèvements avec écouvillon et éponge, mais également les géloses de contact. Donc, ce sont aussi des méthodes utilisées dans les industries. Mais dans les industries, on utilise aussi beaucoup l'ATP-métrie. En fait, l'ATP-métrie, ça va permettre de mesurer la quantité d'adénosine triphosphate ou ATP afin d'avoir une estimation globale de la biomasse microbienne.
L'ATP, c'est la première source d'énergie des cellules vivantes et une fois que les cellules vont mourir, elles vont libérer l'ATP. Et le dosage de l'ATP va notamment pouvoir se faire à l'aide d'un complexe enzymatique mettant en jeu la luciférine et la luciférase. Ce complexe, en présence d'oxygène, va transformer l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP en lumière et la quantité de lumière va donc être proportionnelle à la quantité d'ATP et c'est ça qui va pouvoir être quantifié par des appareils spécifiques. Malheureusement, ces appareils ne permettent pas toujours de différencier l'ATP microbien de l'ATP non microbien. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore et toujours de nouvelles méthodes qui sont développées et une des méthodes qui est de plus en plus utilisée dans les usines de transformation agroalimentaire en général, c'est par un contrôle continu de paramètres qui vont être influencés par la présence de biofilms. Sur ce graphique, vous pouvez voir les signaux électrochimiques en fonction des jours. Et on voit donc qu'en présence de biofilms, notamment lors de la croissance, on va avoir une augmentation du signal électrochimique. Ce signal va chuter drastiquement après le traitement, la procédure de nettoyage. Donc, différentes stratégies de contrôle existent, des méthodes physiques telles que la chaleur et les UV, mais également des méthodes biologiques telles que les enzymes et les bactériophages. Il y a également des méthodes chimiques et ce sont les méthodes qui sont le plus fréquemment utilisées dans les industries laitières et notamment avec l'acide peracétique ou le peroxyde d'hydrogène. Dans les usines de transformation laitière, on utilise une procédure appelée procédure de nettoyage en place ou NEP. Elle consiste en fait à faire circuler dans les tuyaux des équipements de façon successive des liquides, des détergents, puis des désinfectants. Malheureusement, cette procédure n'est pas toujours efficace et on se rend compte qu'elle ne permet pas d'éradiquer totalement les biofilms. C'est pourquoi, dans le laboratoire du docteur Julie Jean, on s'intéresse justement à la caractérisation des bactéries qui sont associées lors de problématiques dans les usines de transformation laitière. Donc, c'est notamment un projet sur lequel je travaille avec Nissa Neboucha, étudiante au doctorat. Donc, on cherche à caractériser les bactéries au niveau de biofilms prélevés dans l'industrie laitière, d'en savoir plus sur leur composition microbienne, mais également sur leur composition physico-chimique. Et tout cela pour développer de nouvelles stratégies de contrôle plus adaptées à ces biofilms. Et pour cela, on dispose de plusieurs outils dans le laboratoire. Donc, encore une fois, ce sont des outils dont on a une expertise et qu'on aura plaisir à partager avec vous. N'hésitez pas à nous écrire. Donc, il y a des modèles fermés ou statiques, les Calgary Biofilm Device, et d'un modèle ouvert ou dynamique, le bioréacteur de type CDC. Donc, pour débuter, on utilise dans ce projet une méthode proposée par la STM, donc qui consiste à étudier l'efficacité de désinfectants contre les biofilms formés par des souches ATCC de Pseudomonas aeruginosa en utilisant des plaques MBEC. Donc, je vais avoir tendance à appeler ça des microplaques de type MBEC plutôt que Calgary Biofilm Device. Donc, comment ça se passe? Je vais vous partager en fait une vidéo où on peut observer les microplaques de type MBEC. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la différence des microplaques 96 puis conventionnelles, on va avoir sur le couvercle des petits pegs. Et ce sont ces pegs qui, en les trempant dans le milieu de culture, sur lesquels vont se déposer le biofilm. Donc, comment ça se passe brièvement? Donc, on va, dans un premier temps, préparer les suspensions bactériennes à partir d'un stock glycérol qui va être resuspendu dans du TSB et incubé pendant 24 ou 48 heures. On va ensuite réaliser des dilutions, dépendamment de la croissance de la bactérie. Et on va déposer 150 microlitres de la suspension diluée dans les puits de la microplaque en triplicateur. La plaque va ensuite être incubée 24 heures à 30 degrés sans agitation. Et ensuite, on va réaliser le traitement au désinfectant.
Donc, on va prendre des cellules, en fait, les cellules planctoniques vont être décrochées par trempage du couvercle avec les PEG dans une autre microplaque contenant du PBS 1X pendant 10 secondes. Puis, le même couvercle va ensuite être trempé dans une autre microplaque contenant, elle, le désinfectant. On va laisser pendant 5 minutes ou plus, dépendamment de ce qui est recommandé par le fabricant. Et on va ensuite tremper les PEG dans une solution neutralisante, décrocher par sonication et faire un compte de cellules viables par dilution en série en utilisant des géloses plus ou moins sélectives. Donc, en ce qui concerne les avantages et les inconvénients de cette méthode, ils sont assez proches de ceux que vous a présenté Iptisem pour les microplaques 96P. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle est simple d'utilisation, qu'elle permet de cribler plusieurs souches, mais également plusieurs désinfectants et plusieurs concentrations de désinfectants. Malheureusement, il n'y a pas de force de cisaillement et pas d'apport de milieu frais. C'est pourquoi on utilise, pour mettre en évidence certains résultats obtenus par la microplaque, un bioréacteur de type CDC qui, lui, est une méthode dynamique qui va justement permettre un apport de milieu frais de façon continue. Donc, encore une fois, on s'est fié à une méthode proposée par l'ASTM qui quantifie la formation de biofilms par Pseudomonas aeruginosa en mode continu. Donc, comment ça se présente? On a notre bioréacteur ici qui va être alimenté en milieu frais à l'aide d'un bidon d'alimentation et d'une pompe péristaltique. Le milieu, une fois passé dans le bioréacteur, va être récupéré dans un bidon de déchets. Ici, je vous ai représenté en grand une tige. Donc, dans un bioréacteur, on va avoir 8 tiges. Sur ces tiges, on va pouvoir fixer des coupons ou des lames qui sont proposées avec différents matériaux, et notamment l'acier inoxydable. Donc, encore une fois, il est disponible donc, sur Internet des vidéos qui présentent toutes les étapes de formation des biofilms en bioréacteur. Donc, j'ai choisi de vous en présenter seulement une, qui est la dernière étape où on va aller récupérer justement les tiges sur lesquelles se sont formés les biofilms. Donc, on récupère la tige et ici, vous pouvez observer justement la formation de biofilms sur des coupons, dans ce cas-là, en PVC. Ici, c'est un contrôle négatif. Donc, comment se déroule le protocole de formation des biofilms en bioréacteur? Au jour 1, on va préparer l'inoculum. Donc, dans le cas du protocole de l'ASTM, on va utiliser 1 à 2 colonies de Pseudomonas aeruginosa ATCC que l'on va incuber 18 heures à 37 degrés. Au jour 2, on va passer au mode batch. Donc, pour cela, on va prendre 1 millilitre de l'inoculum que l'on va mettre dans le bioréacteur. On va ensuite laisser incuber 24 heures à 37 degrés sous une agitation de 125 RPM. Au jour 3, on va débuter le mode continu. Donc, on va raccorder au bidon d'alimentation et au bidon de déchets et laisser 24 heures à 37 degrés. Ensuite, on pourra échantillonner et faire une numération bactérienne. Donc, ce protocole est justement, on travaille à l'optimiser pour d'autres espèces bactériennes qui sont impliquées dans des biofilms dans les industries laitières. En ce qui concerne les avantages et inconvénients de cette méthode, ça permet donc, ce qui est positif, un apport continu de milieu frais et des forces de cisaillement qui peuvent être contrôlées. Donc, on se rapproche plus sensiblement de ce qui peut justement être observé dans les conduits des équipements des usines de transformation laitière. Malheureusement, on peut tester une seule condition à la fois et comme le bioflux, ça nécessite un personnel expérimenté. Une fois qu'on a formé les biofilms sur les coupons ou les lames du bioréacteur, on va encore une fois pouvoir tester l'efficacité de désinfectants sur ces biofilms. Donc, comment ça se passe? On va récupérer donc la lame, comme je vous ai montré sur la vidéo précédente, la tremper dans du PBS pour enlever les cellules planctoniques
puis tremper les coupons dans le désinfectant, laisser agir le désinfectant, puis ajouter une solution neutralisante et faire les dilutions en serré afin de faire un compte bactérien. Donc, encore une fois, je vous ai ajouté une vidéo pour mieux illustrer. Donc ici, on prépare les falcones dans lesquelles on va laver les tiges du buracteur. Donc, on récupère la tige du buracteur sur laquelle, sur les coupons sur lesquels se sont fermés les biofilms, trempés dans le PBS, puis on va aller récupérer les coupons pour les déposer dans la solution de désinfectant. Donc, c'est fini pour les différentes présentations des thèmes. Là, en fait, c'est ça. On vous a préparé comme 2 diapositives sur les nouvelles perspectives sur les biofilms et notamment sur ce qui se fait récemment. Donc, en ce qui concerne les antibiofilms, on voit toujours de plus en plus d'articles qui traitent justement du développement de nouvelles stratégies de contrôle des biofilms et notamment dans l'industrie laitière. Donc, des produits naturels. Ibtissam vous a parlé des huiles essentielles, mais également, il y a des produits à base d'épices, d'enzymes et de phages. Également, il y a beaucoup d'articles qui s'intéressent aux interactions entre les micro-organismes et notamment les bactériocines et les molécules signales. Enfin, une autre stratégie est de modifier les surfaces, notamment en proposant des revêtements de surface différents, et par exemple en utilisant des peptides ou des biosurfactants comme présenté par Meryl. En ce qui concerne les nouvelles technologies pour l'étude des biofilms, on entend de plus en plus parler de la métagénomique pour avoir vraiment une estimation globale de toute la communauté microbienne qui est présente dans les biofilms, parce que le point négatif des autres techniques qu'on vous a présentées, c'est que on ne peut pas mettre en évidence, on peut mettre seulement en évidence les bactéries qui vont être cultivables. Donc, la métagénomique permet vraiment de pallier à ce problème et d'avoir la totalité des micro-organismes qui sont présents dans le biofilm. Également, de plus en plus, on voit une utilisation de la microscopie à force atomique pour notamment évaluer les forces d'adhésion du biofilm sur les surfaces. Et enfin, donc, comme on vous en a déjà parlé, de plus en plus d'études paraissent sur les biofilms mixtes et sur les différents phénomènes de collaboration et de compétition qui peuvent influencer les biofilms. Donc, on vous remercie pour votre attention et on va maintenant ouvrir la période de questions. Puis surtout, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Oui, Darina. Hop. As-tu mis ton micro, Darina? Oui, oui, je ne savais pas si vous avez vu mon raise hand. Ben, merci beaucoup les filles, Merly, Ibtissam et Coralie. C'était hyper intéressant cette découverte du monde de biofilm parce que c'était un peu, enfin, c'était peu clair pour moi. J'ai 2 questions, une question pour Ibtissam et une question pour Coralie. La question pour Ibtissam, c'est est-ce que c'est juste certaines espèces de staphylocoques qui sont capables de former le faible biofilm qui peut inhiber les bactéries qui produisent les biofilms fortes, ou c'est vraiment comme un groupe de... J'ai bien compris ta question. Si tu te demandes, est-ce que toutes les bactéries qui forment des biofilms faibles ont un pouvoir inhibiteur sur celles qui forment des biofilms forts? Oui, puis est-ce qu'il y a certaines espèces de staphylocoques
qui sont plus forts dans cette fonction-là. Oui, bien sûr. Comme je l'ai montré, là, je ne pouvais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est aussi des résultats de la thèse de Coralie, donc elle pourrait plus nous éclairer là-dessus. Mais c'est ça, les pourcentages d'inhibition varient donc d'une espèce à une autre. Donc, ça varie entre 50 et 80% en fonction de la souche en question. C'est ça. Si tu veux quelque chose, les noms précis avec les inhibitions, je pourrais te les fournir plus tard, ou tu pourrais en parler avec Coralie, parce que je dis c'est l'objet de sa thèse, là. Oui, ça a l'air intéressant, juste pour... Juste brièvement, c'est ça. On s'est rendu compte, je pense, il y avait des études qui avaient déjà été faites par Yannick lors de son stage postdoctoral, puis il avait mis en évidence que certaines espèces avaient plus de capacité à inhiber les staph de manière générale. Mais après, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'est focusé sur certaines espèces en particulier. Puis mon deuxième question, c'est pour toi, Coralie. C'est parce que tout à l'heure, on a vu dans la vidéo la récupération des biofilms des tiges. Est-ce qu'on n'a pas besoin, je ne comprends pas bien le principe peut-être, on n'a pas besoin d'un endroit stérile, genre comme hôte biologique ou quoi que ce soit? En fait, c'est ça. Sur la vidéo, ils font ça, je pense, pas mal tout à la flamme. Nous, dans le laboratoire, on travaille uniquement sous enceinte biologique pour justement éviter tout risque de contamination. Donc ça, c'est personnel après. Et c'est pour, en fait, on vise à produire les biofilms. Donc, on veut le récolter pour faire quelque chose. C'est ça. En fait, nous, quand on produit les biofilms, donc c'est dans un premier temps, on va pouvoir les caractériser. Donc, par exemple, comme ça a été mentionné au cours de la présentation, on va pouvoir aller marquer avec des marqueurs fluorescents les différents composants de la matrice. Donc, ça, c'est une première chose. Puis aussi, on va pouvoir récupérer ces coupons avec les biofilms pour les tester, en fait l'efficacité de différents désinfectants. Donc, on va récupérer ces coupons, les traiter par un désinfectant X et toujours avoir notre contrôle qui sera, par exemple, de l'eau, puis voir si on arrive à éradiquer la formation de biofilms. Parfait. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci. On a aussi une question de Noémie Van Ecker qui se demande si l'utilisation des huiles essentielles, notamment celles qui inhibent les biofilms, en combinaison avec les antibiotiques, sont un projet qui serait envisagé. Par exemple, pour Staph aureus, ça pourrait aider au niveau des mammites récurrentes. Alors, pour répondre très simplement à ta question, oui, et pour ça, je vais m'aider de la science fondamentale. Donc, on sait qu'un biofilm, c'est des cellules dans une matrice. Et donc, pour pouvoir attaquer un biofilm, donc la méthode la plus classique, ça a été les antibiotiques, ce qui est donc un fail parce qu'il y a la membrane aussi qui protège les bactéries et d'où ce phénomène de résistance, entre autres. Donc, il y a aussi la communication cellulaire qui est aussi en cause de ce phénomène. Alors, une des stratégies les plus, on va dire, les plus exploitées en ce moment, c'est de faire la combinaison de plusieurs molécules antibiofilms qui iraient chacune à son tour cibler un endroit précis ou une étape précise de la formation de biofilms. Donc, admettons, moi, le farnesol, il va aller couper la communication cellulaire et que, en même temps, si on met un antibiotique couplé donc à cette huile essentielle, quand le farnesol fait une action, il va disperser les cellules, et ben l'antibiotique va pouvoir aller attaquer les cellules. Et donc, forcément, on a deux effets, dispersion et aussi un effet bactéricide. Donc là, on va se débarrasser complètement du biofilm. Donc oui, effectivement, c'est une des stratégies qui est en cours d'étude par plein de chercheurs, plein de scientifiques. Juste pour donner un exemple, nous, dans le labo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a couplé l'huile essentielle pour rester quand même dans un contexte naturel avec une molécule qui est la tomatidine. Donc, normalement, si vous avez assisté aux présentations du docteur François Molloy, vous connaissez cette molécule. Donc, c'est une molécule qui est bactéricide. Donc, quand on a couplé le farnesol avec la tomatidine, on avait une éradication complète du biofilm qui pourrait donc s'approcher de ce qu'on pourrait obtenir avec un mélange avec des antibiotiques. J'espère que ça répond à ta question. Il y a d'autres questions?
Oui, si je peux aller la suivante. Oui. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont levé la main, donc je vais essayer de parler rapidement. Merci beaucoup à toutes pour les présentations très complètes. J'aimerais revenir un petit peu sur les idées de découvillonnage que Marie-Lie a mentionné et les mettre en relation avec ce que Coralie a montré par rapport aux coupons. Est-ce que vous avez testé les méthodes d'écouvillonnage sur les coupons qui ont déjà des biofilms pour savoir comment qu'on récupère? Est-ce que la récupération est différente entre le cellulose, par exemple, et le matériel qui est sur les écouvillons? Ça, en fait, c'est ça. Je ne l'ai pas présenté parce que c'est pas encore publié, mais on travaille justement à essayer de comparer plusieurs méthodes de prélèvement sur les lames. Donc ça, c'est un travail qui est fait par Nissa, l'étudiante au doctorat. Mais on a testé uniquement sur l'acier inoxydable parce que c'est le matériau qui est utilisé dans les usines. Donc, c'est ce qui nous intéresse, mais ça confirme ce qu'a présenté Marie-Lie. On a vraiment des différences entre les couvillons et les éponges. Après, sûrement qu'il y a des différences au niveau des matériaux, mais ça pourrait être intéressant à tester étant donné il existe des coupons de différents matériaux. Donc, tu recommandes l'utilisation de l'écouvillon quand même pour… J'aurais tendance à plus partir vers l'éponge pour la récupération. Parce qu'en plus, c'est ça, je ne veux pas trop m'avancer, mais on a testé par microscopie électronique, puis il semble que l'éponge récupère vraiment plus le biofilm. Si on est capable d'extraire le jus C'est ça. de la liquide. OK, merci. Oui, ben, je pense, en fait, c'est ça que les études ont l'air de montrer là, dans la littérature, que l'éponge est très prometteuse. Nous, dans notre projet, comme c'est un cadre plus exploratoire où on ne sait pas trop ce qui se passe, ben, on a décidé que c'était plus facile d'aller vers les couvillons, mais on a quand même testé là, les couvillons et l'éponge, mais pour les parties qu'on avait échantillonnées, c'était difficile. Mais par contre, là, si on va dans une étude qui est plus de la comparaison de traitement, je pense que si on peut aller vers l'éponge, ça serait ce qui est à favoriser, à mon avis. Là. Mais les différences n'ont pas l'air d'être si énormes que ça, donc c'est rassurant. Après, c'est comme Marie-Lie l'a dit dans sa présentation, c'est vraiment on va choisir la méthode en fonction de l'application qu'on veut en faire. Puis, si je peux me permettre un petit ajout, Coralie, en fait, c'est que l'étude de FAIA, là, eux, ont fait une analyse microscope de l'écouvillon et ont vu que les bactéries restaient emprisonnées dans l'écouvillon, contrairement à l'éponge. Fait que peut-être, moi, plutôt, en fait, on pourrait penser que peut-être que si on vient briser l'écouvillon avant de vortexer, peut-être qu'on arriverait à décrocher. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait pousser aussi là, à aller vers. Là. Hi, and this is Xing, and I have a couple questions. Since I don't understand the French, so I just actually did a very, very good job. So, and one question is like you talk about like three of you talk about the different stage of like from the environment, mammary gland, and eventually for the milk. Like the processing, the different stage. So for the biofilm, do they like the same bacteria form the biofilm, or you know, because you talk about the different bacteria there. So this is the one question. The second question is for the epitism, and is you demonstrated like in the mammary gland in situ there is a biofilm there, but those biofilm it's like really like it's intracellular or and out of the cells. Okay, so that's the second question. And the third question is I was thinking about like I know you answered the question because you did the essential oils. There is a different component. Like they will inhibit the biofilm, and
And I know you answered because there is some question in the chat room and you already answered, but could you, because I didn't get all the answers, so like how you can apply the essential oil to inhibit the biofilm in mammary gland? So those are the 3 questions. Okay. I think that the first one is not for me. Maybe I can answer for the first one. We don't really know if at the farm or in the industry, it's the same bacteria that will form biofilm, but our project in the dairy cluster tree, it's one of the objectives. We will sample the biofilm in farm and at dairy plant. So we will see if we have some bacteria that can implant at farm and in the industry. But for now, we don't really know. We know that Listeria monocytogenes can form biofilm in the bulk tank, but it's a study that was already done. But for in the milking system, it's not clear for now. Okay, great. Thank you very much. So, and the other 2 questions is for the epithelium. Yeah. So the first one is about the location of bacterial cells in the intramammary tissues. Yeah. Is that okay? Okay. So I can't really answer to your question because we really don't know. What we know is just like aggregates located in the tissue. That's what we saw using microscopy. So I can't say anything else. So I cannot tell you if it's outside the cells or the tissue, outside the mammalian cells or inside. So I can't answer to that. So basically, so you confirm that there is an aggregate of the group of the cell, like the bacteria there. Yeah. Okay. I mean, that's the only conclusion that we can confirm. Yeah. The moment. And the second one is about the application of the essential oil. So, like, I mean, we think about it. So I know you talk a lot about the French because when I see the slides, I can understand a little bit, but when you answered, I couldn't get it. Okay, so we thought about producing wipes, for example, to clean the gland, like the mammary gland, like an outside use. And we can also give like encapsulated essential oil for the cows. And like that, we can avoid the problem of the taste of the essential oil in the milk. But we have to taste, like, I mean, all that strategies are just like, think about it, but we have to test them. So, like, I mean, there are just 2 suggestions, but we have to test them. But it's the intramammary gland actually. Yeah. That's why we have to test also a strategy for intra-mammary. Okay. Thank you very, very much. And it's a very, very well organized talk. I really actually appreciate actually. And, you know, and I wish I can learn a little bit more if it's in English, but I really appreciate this. You're welcome. Yeah. Merci les filles pour votre présentation, c'était très, très intéressant. Moi, ça m'interpelle beaucoup parce qu'en fait, je travaille au quotidien avec les conseillers en qualité du lait là, qui travaillent chez Lactanet. Moi, je suis leur 2e ligne là, d'expertise. Puis, il y a beaucoup de cas où on a des problèmes sur des fermes où on suspecte fortement là, qu'il y a des biofilms. Donc, tu sais, d'une manière un peu pratico-pratique, je comprends que présentement, vous êtes plus en recherche, là, mais nous, malheureusement, on a des producteurs à aider déjà dans le champ là, où on a des problèmes, puis c'est de plus en plus vrai avec les robots de traite, là, parce que des fois, le lait va rester longtemps dans les tuyaux. Bon, il y a toute une série d'impacts de ce côté-là. Qu'est-ce que vous recommandez pour qu'on puisse tester présentement, là? Si je peux me permettre, en fait, je pense que si tu as un lait avec un haut niveau de bactéries, bas cellules somatiques, c'est un indicateur qui peut avoir des biofilms. Puis nous, on y va un peu dans ce sens-là pour sélectionner nos fermes par rapport
à ça parce que comme c'est un projet exploratoire, on veut être sûr de déplacer nos efforts à la bonne place et pas échantillonner 100 fermes puis finalement qu'il y en a juste une qui ait des biofilms. Si tu en cherches, tu m'appelleras. Nous autres, on a 2200 échantillons non conformes depuis janvier, puis entre 250 et 300 interventions à la ferme par année là, Ouais, pour des bactéries. Puis en me déplaçant puis en parlant aux producteurs, ils ont souvent tendance à dire que ils ont eu un problème, mettons, avec leur treilleuse, ils ont eu un problème avec ci, ils ont eu un problème avec leur système de traite, la machine, la pompe ne fonctionnait pas. J'ai l'impression que ça a l'air d'être souvent lié à ça, mais comme c'est très, très exploratoire et que ça commence le projet, c'est un peu dur là, de donner des conclusions comme ça directement, mais c'est ça. Les conseillers sont vraiment très bons pour trouver les problèmes d'équipement, là, justement. Là. Fait que souvent, ils vont réussir à les régler. Puis même une fois qu'on va avoir réussi à régler ces problèmes de lavage-là, soit au niveau de l'injecteur d'air, en tout cas, je ne tomberai pas dans le technique, là. Mais on a encore des problèmes parfois. On suspecte fortement les échangeurs à plaques, entre autres, les chauffe-eau. Parfois, les systèmes d'eau, là, il y en a beaucoup de fermes quand même qui sont sur des puits artésiens. Puis on suspecte que ça peut être l'approvisionnement en eau de la ferme. Mais c'est pas évident présentement là, de savoir quoi chercher là, quand on peut faire des bactériaux, mais on va avoir une liste de bactéries, mais on ne saura pas plus nécessairement d'un tuyau, il y a un problème ou pas. Là. Effectivement, puis c'est vas-y, Coralie. Non, c'était juste pour dire que justement, on va pouvoir passer en plus à côté de certaines bactéries si on cultive uniquement sur gélose. Donc, c'est là où c'est vraiment important d'essayer d'utiliser tous les outils qui sont disponibles maintenant. Ouais, puis je pense aussi que le projet, peut-être, on va être capable de cibler certaines bactéries qui sont problématiques. Fait que si on sait ce qu'on cherche, c'est plus facile là, de partir avec une couvion, voir à la ferme, y a-t-il un problème de ça finalement? Puis nous, justement, on s'est fait adresser le problème de l'eau et on part avec un échantillon d'eau au moment où on va à la ferme pour voir justement là, si on peut lier ça à ça. Idéalement, si vous êtes capable de prendre un échantillon d'eau semblable à celui qu'on utilise pour l'échantillon annuel de Proaction, ça nous permettrait, nous autres, que quand on teste des producteurs qui ont des problèmes, par exemple, on teste tous les producteurs une fois par année là, avec Proaction pour l'eau. Oui. Donc, on pourrait d'ores et déjà voir s'il y a des problèmes de biofilm là, au niveau de l'apport en eau, parce qu'on a quand même régulièrement des positifs là, dans les cultures d'eau, mais comme ils font seulement des coliformes, on en manque probablement beaucoup. Oui, nous, on va faire la métagénomique sur l'eau. Fait qu'on va être capable de voir faire un lien avec les échantillons d'eau puis les échantillons de biofilm qu'on retrouve. J'ai hâte dans 5 ans, là. Ouais, c'est peut-être un petit peu moins long que ça, là, mais oui, on espère. J'avais juste un commentaire sur les stratégies possibles. J'avais vu une présentation récemment de quelqu'un en Angleterre qui commence à utiliser les probiotiques. C'est-à-dire, ils appellent ça des probiotiques, mais c'est des mélanges de bactéries du sol qui sont aspergés sur des équipements, surtout sur la litière de vache. C'est ça sur des fermes. Mais c'est impossible de savoir quelles bactéries. Ils parlent, je pense, de sporulents. Et je pense que c'est des bactéries qui produisent des biosurfactants. Donc, c'est pour ça que je voulais voir, Marie-Lie, si tu voyais un avantage ou un potentiel pour ces bactéries productrices de surfactants. Oui, puis c'est ce qu'on va tester là avec les Live Ben Saïd, qui est avec Ismaël Fliss, qui va tester normalement là, si les biosurfactants sont une bonne alternative là, comme biocontrôle justement là, contre les biofilms, voir si on est capable de limiter les bactéries qui produisent des biofilms dans le lait finalement. Donc oui, on voit cette avenue-là aussi, voir qu'est-ce qu'on est capable de voir par rapport à ça. Si je peux me permettre de rebondir sur le commentaire de Mme Lapointe, en fait, moi qui ai beaucoup avec les litières, j'ai entendu parler aussi de certains produits et puis qui avaient été un peu étudiés en fait dans la volaille. Et puis là, il y a eu des contacts du réseautage de fait qu'il lancerait des études pour voir, par exemple, dans des cas de litière faites à partir de fumier, s'il pourrait avoir
compétition avec certains types de bactéries, là, mais encore une fois, j'ai aucune idée de les dites bactéries qui sont employées dans quelque chose là, qu'on parle beaucoup commercial. Oui, effectivement. Hélène, je vois que tu as levé la main depuis un moment. Je ne sais pas si c'est une vraie question, mais plus un commentaire qui m'est venu. Je suis vraiment novice aussi, puis j'ai vraiment adoré que vous reveniez vraiment à la base pour nous expliquer tout ce qui se fait sur les biofilms. C'était vraiment très, très intéressant. Mon commentaire ou ma question, c'est peut-être plus pour Merily. Quand tu as parlé des bactéries productrices d'enzymes protéolytiques, dernièrement, on a vu apparaître, puis on parle beaucoup de caséine qui serait pro-inflammatoire, puis donc des caséines, tu sais, A1, A2, puis que peut-être il y a... En fait, ma question serait plus, est-ce que certaines de ces bactéries que vous mettez en évidence, protéolytiques, pourraient être intéressantes pour peut-être créer, ou en tout cas commercialiser du lait qui aurait moins d'impact sur l'inflammation, notamment les personnes qui sont fragiles au point de vue intestinal? C'est très large, hein, c'est plus un commentaire d'ordre général. Oui, mais je sais qu'il y a des projets à la faculté qui se font un peu là-dessus, justement, là. Je t'avouerais que je le sais pas, mais ça pourrait être une avenue, il faut voir justement, mais en général, là, les bactéries protéolytiques vont attaquer l'alpha, la caséine alpha, surtout principalement, donc peut-être qu'il faudrait voir leur cible où ils vont cliver finalement ces enzymes-là. Puis ça, avoir un impact sur le goût aussi, je m'excuse, je t'ai coupé. Ouais, mais... Clairement sur le goût, mais en fait, c'est que si on a une... Comme, qu'est-ce que je vous ai montré, les pétris avec l'image très claire de l'activité protéolytique, ça va faire coaguler le lait, ce qu'on ne voudrait pas. C'est sûr que là, il y a un degré là, qu'il faudrait voir, mais ça pourrait être une idée de projet. Puis mon autre commentaire, c'était juste pour rebondir aussi sur les huiles essentielles et les épices. Moi, je m'intéressais vraiment à l'utilisation des antimicrobiens au sens large dans les fermes laitières. Et j'ai un certain nombre de fermes qui étaient supposées utiliser des ionophores dans l'alimentation comme anticoccidiens. Et en fait, quand je suis arrivée dans les fermes et que j'ai questionné les producteurs, ils n'utilisaient plus de ionophores dans les rations des animaux, mais ils avaient remplacé ça par des huiles essentielles ou des épices. Alors, pour visiblement l'action anticoccidienne, mais je sais pas, je suis pas allée creuser là-dedans s'il y a des études qui ont à quel point ça a été prouvé, mais ça se fait déjà sur certaines fermes de remplacer certains anticoccidiens par des huiles essentielles. Je l'ai vu au moins sur 2 ou 3 fermes de mes 101 fermes. Ok, ça fait plaisir d'entendre ça, hein. Ça prouve qu'il y a quand même une conscience générale sur l'utilisation du naturel et qu'on pourrait exploiter la nature pour nous aider un peu dans nos objectifs. C'est vrai que moi, je n'ai pas du tout connaissance de ça parce qu'il y a très peu de documentation là-dessus. Donc, quand on s'est lancé, c'était vraiment à la découverte. On sait que c'est très utilisé dans le domaine humain. Il y a un intérêt immense. C'est réconfortant pour les gens d'utiliser un peu ces composants-là qui sont un peu les remèdes de grand-mère. Donc, c'est vrai qu'arriver avec une idée de traitement basé d'huile essentielle, et je pense que quelque part, personne ne sera vraiment réfractaire dans le sens où on a comme une idée reçue que si ça va faire du bien, ça ne fera pas forcément du mal, ce qui n'est pas toujours vrai avec les huiles essentielles, il faut faire attention. Mais c'est ça, nous, quand on a commencé, c'était vraiment de la pure curiosité, on voulait voir comment ça se comporte, c'est ça, dans une optique de proposer quelque chose d'un peu plus naturel et qui viendrait ajouter une action complémentaire aux antibiotiques. C'est comme ça qu'on voulait le proposer. Mais encore, c'est ça, c'est comme une étude préliminaire. On sait qu'in vitro, ça fonctionne. Il faut vraiment aller passer une échelle et aller voir comment ça se comporte in vivo. Mais il y a toujours la problématique qui nous semble logique, c'est que si on donne l'huile essentielle à une vache, on a peur de retrouver un goût dans le lait. Hein, si on donne du menthol, on va retrouver le goût de la menthe. Donc, c'est peut-être des aspects à explorer. Je ne pense pas que c'est très apprécié de retrouver le goût de la menthe ou de la cannelle dans le lait. Je ne pense pas que c'est une des stratégies de l'industrie. Ça dépend pour qui, à mon avis. Je ne pense pas que c'est vraiment... c'est pas le but. Donc, faut... Vous pouvez proposer à Starbucks. Ouais. Le lien avec le menthol direct.
Mais j'avais posé cette question parce que j'avais, au dernier congrès sur les biofilms, justement, ils avaient testé des huiles essentielles chez l'humain. Puis les concentrations qu'ils utilisaient, ils savaient que ça n'aurait pas d'impact. Sur les sécrétions, C'est sur le ça. lait pour le bébé. Okay. J'ai peut-être un petit complément d'information, Hélène, pour toi. Dr Jean Legault, qui est à l'Université du Québec à Chicoutimi, travaille depuis plusieurs années là, avec Nutrinor parce qu'ils font l'élevage de poulets sans antibiotiques. Là. Puis ils utilisent beaucoup les huiles de thym, en tout cas, puis des dérivés de thym, là, beaucoup dans l'environnement, justement, comme coccidiostatique, parce qu'on sait que chez la volaille, c'est un problème vraiment important. Là. Donc oui, il y a vraiment un effet, puis c'est très utilisé au niveau de l'industrie. Merci beaucoup à vous trois là, pour le webinaire. Je ne sais pas s'il y a des mains levées, mais je sais qu'il y a des questions dans le chat box. OK. Donc, on a une question d'Alexandre qui demande, donc une question sur les huiles essentielles. Donc, il dit que les huiles essentielles sont très riches en composés chimiques. Est-ce que la méthode d'extraction influence l'activité? Donc là, je vais répondre déjà à ça. Là. Nous, ce qu'on a utilisé, c'est vraiment une huile essentielle qui est pure. Elle est commercialisée, 95%. Je t'ai vérifié là sur le site de Sigma. Donc effectivement, donc c'est une distillation à la vapeur, donc entraînement à la vapeur. Il récupère, je pense, on l'a pas fait dans le labo. Donc effectivement, que quand on fait une distillation nous-mêmes, on va se retrouver avec une soupe de plusieurs composés. Que nous, on s'est affranchi de tout ça. Là, on a acheté directement l'huile essentielle. Donc oui, effectivement, il faut passer par des méthodes d'extraction ou de purification à l'HPLC pour pouvoir vraiment trouver la molécule active, pouvoir l'isoler et pour pouvoir la tester. Parce que quand on teste un ensemble de molécules, on n'est pas sûr, on ne peut pas vraiment aller chercher la vraie molécule active. Donc, on peut juste dire que cet ensemble de molécules est actif. Donc, ça, c'est pour ta première question. Après, une purification, fractionnement est-il nécessaire? Donc, j'ai aussi donné la réponse à la deuxième question. Avez-vous fait des tests in vivo? Donc là, je pense que tu te doutes bien que non, puisque je l'ai déjà mentionné. Et quel type de formulation envisagez-vous? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai répondu à Ezine Zhao, c'est que on a des idées en tête, mais on ne les a pas mises en pratique. Donc, ce qu'on voit, au début, on avait pensé à utiliser, imbiber donc des wipes, là, des serviettes, pour nettoyer la glande mammaire de l'extérieur. Donc, ça pourrait être quelque chose à envisager. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'incidence sur la composition du lait. Mais ce qu'on voit aussi au niveau de la littérature, là, j'ai récemment l'article de 2020 que j'ai cité dans ma partie, c'est qu'eux, ils envisagent de faire comme d'encapsuler l'huile essentielle et de la donner donc à l'ingérer à l'être humain. C'est une étude humaine. Et comme ça, l'effet va aller se libérer de manière localisée au niveau de l'infection et ne pas aller se retrouver à d'autres endroits où on ne voudrait pas que ça se retrouve. Donc ça, c'est aussi une autre piste à envisager, mais c'est ça, ça reste que de la théorie. Je ne peux pas te donner plus de détails sur ça. Après, donc ta deuxième question, ça a été est-ce que la souche à biofilm faible a un effet sur les biofilms déjà implantés? Donc oui, c'est un aspect qui a été exploré dans la thèse de Coralie. Je pense que je vais laisser Coralie répondre à ça. À toi l'honneur. Ton micro. Donc, c'est ça qui est important à revenir, c'est qu'on sait qu'il y a différentes étapes de formation du biofilm et on va pouvoir justement aller focuser sur certaines de ces étapes pour inhiber le biofilm. Donc, on va pouvoir empêcher la formation de biofilm. Et là, c'est ce qu'on avait testé en mettant les deux souches ensemble. On va voir si, par exemple, la souche productrice faible, va aller inhiber la productrice forte. Ça, c'est un premier temps. Dans un deuxième temps, on avait également testé l'effet sur la dispersion. Donc là, c'est une fois que notre souche productrice forte va avoir formé son biofilm fort, est-ce qu'en ajoutant la productrice de biofilm faible, est-ce qu'on va avoir justement un effet de dispersion du biofilm? Donc, c'est vraiment deux choses qui ont été testées. On voyait un plus grand effet quand même au niveau de la formation. Mais c'est ça, c'est que c'est important vraiment de faire la part entre les deux choses. Ça va permettre soit de proposer des stratégies en prévention ou en curatif. Merci Coralie. Je
je pense que je n'ai aucune question écrite. Moi, j'ai une question, je peux-tu? Voyons donc. Je me demandais, Étienne, dans le fond, les résultats semblent montrer que les bactéries vont se ramasser plus dans le haut de dans la citerne finalement et pas dans le crayon. Est-ce que tu penses que c'est dû au fait que dans le crayon, il y a plus de force de cisaillement que dans le pis, c'est ça? C'est pas... Ou... Je sais pas. Je me demande. Je vais te répondre d'un point de vue microbiologique. Donc, je connais plus le comportement des bactéries que le comportement de la glande mammaire ou de l'animal. Je ne suis pas vétérinaire, je suis juste microbiologiste. Donc, oui, effectivement. Donc, la présence de force de cisaillement, forcément, ça va perturber la formation de biofilm. Donc, ce sera comme plus difficile pour lui de s'adapter à ces conditions qui sont stressantes. Mais il faut savoir aussi que les bactéries, elles ont une mobilité. Et elles sont aussi super futées pour aller chercher, pour aller trouver l'endroit qui va être le plus favorable possible à leur développement. Donc, moi, en tant que microbiologiste, quand je vois ces résultats, ça ne m'étonne guère parce que pour elles, plus elles montent en haut et plus elles sont tranquilles. Ouais. C'est un peu le raisonnement que moi j'ai en tant que microbiologiste. Après, c'est ça que je ne peux pas m'avancer plus que ça. Non, mais ça répond bien à ma question. Sûr que moi, j'étais habituée de travailler avec les bactéries lactiques qui ne sont pas mobiles. Fait que c'est vrai que j'avais moins pensé à ça, mais c'est vrai que... Mais je pense que ça peut être très espèce dépendant. Il y a des espèces qui vont préférer être de façon statique, pas embêtées, puis d'autres qui, justement, avec les forces de cisaillement, vont essayer de s'adhérer encore plus. Donc, je pense qu'il y a ce facteur aussi à prendre en compte. Oui. J'ai une autre question pour Coralie. Je me demandais, est-ce que tu as parlé là, de mesures de contrôle là, de température et tout ça, là, de contrôle en continu pour vérifier l'implantation de biofilms. Est-ce que tu dis que ça se fait en industrie, mais au Québec, là, en industrie laitière, est-ce que ça se fait? Est-ce que tu le sais ou... Je pense pas. Ça, c'est vraiment plus au niveau, je pense, international. Après, okay. C'est bon, ça répond à ma question. Des prélèvements ponctuels. Parfait.